Patrick Miller, qui est donc psychiatre, psychanalyste, membre fondateur de la Société psychanalytique de recherche et de formation. C'est notamment l'auteur de cet ouvrage aussi singulier que remarquable, paru en 2001 au PUF, Le psychanalyste pendant la séance, qui donne pour une fois la parole à celui qui toujours écoute. C'est aussi l'auteur de Driving Soma, chez Carnac en 2014, sur le lien psyché-corps. Alors, à mon tour, je lui donne la parole pour nous exposer et nous expliquer, là encore, en 15 minutes, ces deux impératifs. Prends mes souvenirs et rends-moi la mémoire. Bonjour à tous. Je vais vous parler depuis l'intimité du colloque singulier entre le patient et le psychanalyste, où se produisent des oblitérations de la mémoire, mais aussi le redéploiement de la mémoire, intimité qui est beaucoup moins à l'abri de ce qu'on appelle la grande histoire qu'on ne voudrait le croire. J'ai donc intitulé mon intervention « Prends mes souvenirs et rends-moi la mémoire ». J'espère qu'au cours de mon récit, ce titre va prendre du sens. Comme vous le savez, la psychanalyse, dans ses débuts, s'était fixée pour tâche de favoriser le retour des souvenirs qui, pour des raisons diverses, en particulier leur caractère sexuel traumatique, avaient été écartés de la conscience et dissociés de la narration que chacun se donne de soi-même et qui constitue son histoire. La première finalité de la psychanalyse était donc la levée de l'amnésie infantile. La surprise de Freud dans la mise en œuvre de la cure analytique fut de constater que la mémoire revient d'abord sous forme d'actes qui empêchent la remémoration. C'est ce qu'il a appelé le transfert. Cette réactivation et répétition agie de formes de relations anciennes qui vient se loger dans la relation de l'analysant à l'analyste n'est pas seulement ce qui empêche la remémoration. Elle est en elle-même une forme de souvenir qui ne veut pas accéder à la mémoire et qui se produit sous forme de mise en scène agie, accompagnée d'affects et d'émotions parfois intenses au point de menacer la continuation de la cure. Plutôt rompre que de prendre le risque de se souvenir. Souvent, un patient s'étonne. Comment pouvez-vous vous souvenir avec une telle précision de certains détails de mon histoire ou d'un rêve que je vous ai raconté il y a plusieurs années alors que vous ne prenez pas de notes? Il arrive qu'un patient qui a terminé son analyse depuis des années nous rappelle et souhaite nous rencontrer. Après avoir pris le rendez-vous, si nous essayons d'évoquer volontairement des souvenirs concernant la cure de ce patient, des éléments d'ordre général nous reviennent, parfois quelques détails, mais le plus souvent, le champ mémoriel reste assez limité. Par contre, dès que le patient s'assied devant nous, notre mémoire s'anime et une foule de souvenirs revient, parfois avec une précision étonnante. Des moments de séance, des récits de rêves, des tonalités affectives et émotionnelles qui semblaient disparues redeviennent présentes et familières. Ce n'est pas tant que nous entrons dans le monde du patient, mais plutôt que nous laissons à nouveau le patient entrer dans notre monde. La mémoire, au cours de l'analyse, se développe dans un champ qui implique les deux protagonistes de la cure et leur coprésence lui donne une dimension particulière que l'on pourrait dire vivante, qui est une mémoire du présent qui plonge dans les sédimentations du passé et se projette déjà dans des constructions de l'avenir. Dans la temporalité de la séance, présent, passé et avenir coexistent et sont perceptibles sous une forme synchronique et juxtaposée dans un espace et non plus sous une forme linéaire et diachronique. Dans l'expérience de la séance, le récit se déploie
dans un espace-temps où la simultanéité des temporalités différentes est possible, où le moi corporel du patient et celui de l'analyste ne sont plus séparés par des frontières étanches. Une fois sorti de l'expérience de la séance, il devient impossible de rendre compte par l'écrit du foisonnement et de la relative indétermination des temps mêlés. La surface de la page blanche et la linéarité de l'écriture aplatissent l'expérience polyphonique et spatiale. Le souvenir que l'on essaye de garder par la trace écrite de cette expérience la réduit comme peau de chagrin. Elle ne peut se redéployer que lors de la mise en présence des deux sujets de l'expérience. Pour reprendre une métaphore de Proust concernant l'expérience de la mémoire involontaire, comme ces fleurs de papier japonaises déshydratées qui retrouvent tout leur volume et leur couleur lorsqu'on les plonge dans l'eau. En l'occurrence, l'eau peut représenter ce milieu interne qui, dans le processus analytique, se crée entre les deux psychismes comme un espace intermédiaire qui cherche parfois difficilement son équilibre homéostatique. Lorsque, dans le temps retrouvé, Proust évoque le monde perdu qui rejaillit lorsque son pied trébuche sur l'inégalité de deux pavés dans la cour des Guermantes, ou qu'il entend le tintement d'une cuillère ou sent sur sa peau le contact raide d'une serviette amidonnée, ou bien goûte une madeleine trempée dans une infusion, ces résurrections de la mémoire, selon son expression, ce ne sont pas seulement des reviviscences de visions de Venise, de Balbec ou de Combray qui se remettent en vie et le sortent du spleen, nous dirions actuellement la dépression, où il se trouvait. Ce qui fait retour intact, c'est l'auto-perception d'un état de lui-même où il se relie au goût et au senti des choses, des êtres, de l'air du temps, tels qu'ils étaient pour lui dans le passé réévoqué. La cause déclenchante de ce retour est sensorielle, auditive, tactile, proprioceptive, gustative ou olfactive. Ce qui est retrouvé n'est pas seulement le souvenir habité d'un lieu, mais aussi ce soi-même au monde dans son existence la plus charnelle et sensorielle. Ce qui revient hors du temps, c'est le goût de soi-même et du monde contemporain du souvenir. Il ne s'agit pas seulement du réinvestissement de la trace mnésique d'un souvenir, mais aussi et en même temps du réinvestissement du mode d'être du corps tout entier dans sa perception du monde à une époque donnée de sa vie. Le sentiment de félicité qui accompagne ces résurrections est intimement lié à la pensée d'avoir triomphé du temps et de la mort, d'avoir échappé au deuil de soi-même. Même si la mort est à l'horizon, ce qui est éprouvé reste dans le registre du principe du plaisir, sur fond d'un monde qui certes se défait, les vers du Rhin ont triomphé des Guermantes, mais dont les fondements n'ont pas implosé encore sous l'effet d'un traumatisme dévastateur dans la culture. Tout autre est le monde de Pérec, tout autre son écriture, son esthétique et son rapport à la mémoire et au souvenir. De même pourrait-on dire que les patients qui se placent encore dans le registre de la mélancolie proustienne sont profondément différents de ceux qui, pour avoir connu des traumas précoces, sont plus proches du monde de Pérec. Ces derniers exigent de l'analyste une autre forme de l'écoute et des modalités différentes du retour des souvenirs et de la constitution possible d'une histoire. Pérec écrit après la Shoah, qui a pulvérisé nos capacités de représentation, de mémorisation, notre langage et l'écriture qui peut rendre compte de la catastrophe. De même, les patients qui ont connu des traumas précoces vont-ils trouver des chemins différents pour atteindre la possibilité de penser leur histoire et s'emparer de l'analyse et de l'analyste
sur un mode différent. Chez Proust, la reviviscence du souvenir se produit par un jaillissement interne accompagné de plaisir et qui effectue un mouvement de rassemblement où l'être dans le passé revient intact dans le présent. Ce qui domine chez Pérec, c'est l'effacement, la destruction des traces, l'impossibilité de la reviviscence du souvenir par atomisation des capacités psychiques qui permettent l'intégration du souvenir. Pour en rendre compte par l'écriture, il faut inscrire l'absence de représentation dans la trame même de l'écriture, à défaut de pouvoir en donner un récit. La disparition, le livre de Pérec, est en apparence une histoire policière, mais elle est écrite sous la contrainte d'une règle que Pérec a décidé de s'imposer: ne jamais utiliser de mots qui contiennent la voyelle la plus courante en français, le « e ». Le lecteur lit un récit et n'est pas prévenu de la disparition du « e ». Même s'il ignore cette disparition, le lecteur sera, à son insu, affecté profondément par cette absence. L'absence, la disparition, à défaut de pouvoir être représentée, sera vécue, mais cette fois par le lecteur qui éprouvera certainement un trouble, voire un malaise, qui l'affectera sans qu'il puisse le nommer. L'élaboration de la disparition et de ses effets est déléguée au lecteur, sans que cela ne produise nécessairement un travail de remémoration. Ce qui est transmis, c'est le blanc, le trou créé par le trauma et comment il désorganise la réalité. Des phénomènes du même ordre se produisent lorsque nous écoutons des patients qui ont connu des traumas précoces. La mémoire revient d'abord, pourrait-on dire, au travers de phénomènes psychiques bizarres, à la limite d'agir ou d'hallucination, qui sont éprouvés par l'analyste avant de pouvoir revenir à la mémoire de l'analysant. Ces expériences, le plus souvent préverbales, tentent de se frayer un chemin vers la représentation en utilisant le psychisme inconscient de l'analyste. Ce sont des souvenirs sans mémoire et le travail analytique consistera, après les avoir fait apparaître, à les constituer comme des souvenirs pensables qui pourront s'intégrer à un récit de mémoire qui fasse sens pour pouvoir être ensuite éventuellement refoulé. Un patient entre pour la première fois dans mon bureau. Entre le moment où il franchit le seuil de la porte et le moment où il s'assied et commence à parler, se produit un phénomène étrange qui a presque une valence hallucinatoire et qui se maintient un certain temps comme la persistance d'une image rétinienne. Je le vois très grand, grimaçant, le regard entièrement tourné vers sa droite, penché au-dessus de moi comme un géant, figure fantasmagorique qui me fera penser après coup à certains personnages pris en contre-plongée des films de Murnau, de Pabst ou de Eisenstein. Cette image visuelle me semble persister après qu'il se soit assis devant moi. En même temps, je me sens entraîné contre mon gré par une envie de rire à laquelle je crains de ne pouvoir résister, un rire que j'imagine féroce, sardonique et partagé avec lui. Je me dis alors qu'il faut absolument que je trouve le moyen de m'empêcher de rire. La sauvagerie de la scène vers laquelle je me sens entraîné, malgré moi, est en surimpression de ce qui a commencé à raconter. L'histoire d'une passion amoureuse à sens unique dans laquelle il se consume et se complaît depuis des années. Pour sortir de l'aimantation maniaque dans laquelle je me sens pris, je ne vois pas d'autre moyen que d'essayer de dire quelque chose, pour moi peut-être plus encore que pour lui. Rassemblant la cruauté du rire que je crains de ne pouvoir éviter et l'idée médicale de la douleur exquise, je lui dis « J'ai l'impression que vous voulez que je regarde
une scène d'une exquise cruauté. Il marque un temps d'arrêt et semble réfléchir. Quant à moi, j'ai la sensation très nette d'être sorti de la projection dans l'ambiance, pour reprendre un terme de la psychiatrie classique auquel je pensais pendant cet épisode, dans laquelle j'avais été happé, et d'avoir trouvé la capacité de l'écouter avec un peu de retrait et d'avoir repris le cours de mes pensées. Que s'est-il passé? J'ai commencé à me souvenir de ce qu'il ne m'a pas encore dit et que vraisemblablement il ignore lui-même. Des éléments de sa réalité traumatique interne, en souffrance de représentation, se sont rués pour s'emparer de mes capacités de figuration inconsciente. Il faudra ensuite très longtemps avant que ces éléments traumatiques qui ont pris forme dans mon psychisme et que j'ai éprouvés avec angoisse puissent se relier à des aspects précoces traumatiques de la vie de cet homme et que nous puissions ensemble, lentement, reconstruire une histoire mémorable. Je vous remercie.